fait, l'État prend 2/3 des richesses des citoyens, leur tape dessus, gouverne par 49.3 et puis en plus veut censurer les réseaux sociaux. Enfin, ignorer ça serait trop grave en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prochaine étape, c'est quoi? Il vient directement chez toi, te défoncer au matin et puis te dire travaille sale chien. Quelqu'un arrive, il me dit bah, c'est 100% de chance, la France va s'éclater. J'ai envie de lui dire non, quand même, c'est pas 100%. Allez, tu vois, donne-moi 1%. Allez. Donne-moi 1%. C'est hors taxe. Voilà, il y a un mec qui s'est réveillé, qui s'est dit putain, je suis riche, mais oh là là, ma vie c'est de la merde, j'ai pas contribué à une meilleure humanité, et puis en fait, les entreprises dans lesquelles j'investis, elles tuent la planète. J'aimerais changer ça, quoi. J'aimerais que mon argent ait du sens. Quand je suis rentier sur mon petit bateau comme ça, avec ma petite nana de 45 kilos en string, j'aimerais me dire que j'ai fait les choses bien dans ma vie. Et donc, ils se sont dit qu'ils allaient créer en fait un espèce de label halal. C'est le label halal de l'investissement qui s'appelle ESG. Bonjour à tous, alors bienvenue dans ce podcast, un nouvel épisode, mais on sait toujours pas encore au final. Donc vous voyez, je sais toujours pas pourquoi je le paye ce mec. Salut mon vieux, ça va? Double. T'es dans une doublette toi. T'es un peu comme ça toi. C'est ça. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, notamment l'aspect bourse. Il se passe plein de choses en fait. Après une doublette, on parle de bourse, ok, c'est un concept. Je voulais te parler avec toi, tu sais, la dernière fois, on avait parlé à quel point on se faisait enfiler. Alors doublette, bourse, enfilée. Non, c'est très bien. Non, mais là, je vois le concept aujourd'hui, pas de souci. On est amis, mais bon, pas à ce point-là. Hein. Les critères ESG, voilà, ça te parle? Ok, donc toi, tu veux parler ESG direct, comme ça, tu rentres dans le plat, il n'y a pas de préliminaire, rien, quoi, c'est direct. Et c'est moi qui parle de doublette. Je sais pas, c'est l'ambiance du podcast d'aujourd'hui, j'ai l'impression. Ça va finir en main courante cette histoire. Bon. Ceux qui ont la ref. Donc en fait, ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est que, enfin, pour rappeler, enfin, déjà la première chose, est-ce que tu peux rappeler l'histoire des ESG? Donc c'est environnement, sociétal, gouvernement, quelque chose comme ça. T'as pris le sujet le plus chiant de la Terre, mais oui, pourquoi pas. Alors, on va parler surtout de comment on s'est fait avoir sur certains ETF, premièrement, et pourquoi en fait est-ce qu'ils veulent faire. On va parler aussi du fameux S&P 500 ETF friendly qui veulent mettre en place. Cuck friendly. Ouais. Bah, ESG, c'est simple. Alors les critères ESG, c'est un truc c'est un effet de mode marketing qu'ils ont essayé de mettre en place il y a quelques temps. Alors le principe est le suivant. Il y a peut-être 40-50 ans, vous investissiez en bourse et vous investissiez potentiellement sur des entreprises qui étaient soi-disant pas éthiques, qui bousillaient la planète. Puis un jour, voilà, il y a un mec qui s'est réveillé, qui s'est dit putain, je suis riche, mais oh là là, ma vie c'est de la merde. J'ai pas contribué à une meilleure humanité, et puis en fait les entreprises dans lesquelles j'investis, elles tuent la planète. Alors j'aimerais changer ça, quoi. J'aimerais que mon argent ait du sens. Voilà, hein, quand je suis rentier sur mon petit bateau comme ça avec ma petite nana de 45 kilos en string, j'aimerais me dire que j'ai fait les choses bien dans ma vie. Et donc ils se sont dit qu'ils allaient créer en fait un espèce de label halal. C'est le label halal de l'investissement qui s'appelle ESG. Alors quand ton investissement il est ESG, ça veut dire qu'il est halal, tu vois. Ça veut dire que tu n'as pas de remords quand tu lui mets une petite claque à la petite nana de 45 kilos sur ton yacht. Parce que ton argent, il a du sens. Il a été investi dans des entreprises qui font le bien de l'humanité, qui ne détruisent pas la planète, qui sont bonnes pour l'environnement, bonnes pour la société. Elles sont bonnes, et dans la gouvernance de la société, il y a tout, hein. Il y a de la diversité. Bref, je n'irai pas trop loin là-dedans. Et donc, l'idée, c'est quoi? Pour moi, et pas que pour moi, pour tout un tas de gens, on a tous flairé un petit peu le bullshit de l'ESG. C'est un label qui permet de facturer quelque chose qui offre, je dirais, un service similaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des ETF, on en a plein. C'est quasiment la même chose partout. Et ce qu'ils ont fait, justement, pour qu'on choisisse un ETF plutôt qu'un autre, c'est qu'ils tirent tous les prix vers le bas. Frais de gestion vers le bas, frais de détention, tout vers le bas, tracking error, voilà, tous les paramètres sont similaires. Donc comment est-ce que tu vas savoir où est-ce que tu vas mettre ton argent? Il n'y a pas de facteur différenciant, ils font tous le même boulot, c'est des putains d'algorithmes en fait. Il n'y a pas de différence. Et ben on a créé le label halal, voilà, ESG. Et ça, au moins, les gens sont prêts à payer un petit premium pour mieux se sentir et se dire ah bah tiens, je fais les choses bien pour l'environnement, ça veut absolument rien dire.
Il y a des sociétés qui sont absolument pas bonnes pour l'environnement, qui ne respectent pas la société, qui sont pas du tout dans ces conneries de diversité, qui ont le label ESG. Ça veut rien dire. C'est comme les DPE aujourd'hui dans l'immobilier. Ça ne veut rien dire. La méthode de calcul est approximative, ne tient même pas en compte des consommations réelles. On est sur de la théorie pure. ESG, c'est la même chose. C'est de la merde. Voilà, c'est tout. Ça permet juste de facturer quelque chose potentiellement plus cher, ou même s'il ne le facture pas forcément plus cher, ça permet de créer un élément différenciant parmi une gamme de produits qui est similaire. Les ETF sont tous les mêmes. J'en ai un qui est ESG. Ah, bah tiens, il est différent. Tiens, je vais investir là-dessus. J'ai un facteur différenciant. Et puis je peux mettre une petite claque sur Corina, sur mon yacht, en me disant que je fais les choses bien. C'est tout, voilà. Alors, concernant les frais, si, en fait, c'est plus cher. Je vais te donner un exemple. Voilà. Je vais te donner un exemple qui s'est passé ces derniers mois. On a eu... Corina sur ton yacht ou... Il est con, putain. Et comment je peux bosser avec des gens comme ça, quoi? Franchement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'était un éditeur d'ETF, comme il y en a plein dans le monde, qui est en Europe et qui était spécialisé dans les marchés émergents. Donc, c'était un ETF Emerging Markets. OK. Donc, Emerging Markets, ESG, déjà, tu me fais bien rire, parce que vu comment les mecs... Ouais. N'était pas ESG, justement. Et donc, du coup, du jour au lendemain, voilà, admettons, il était, je crois, quelque chose quand même à 0,35 ou 0,25%, je me rappelle plus, mais on s'en fout, c'est pour l'exemple. Admettons qu'il était à 0,35 en frais, 0,35% en frais. Et puis, du coup, bah, ils ont dit, bah, les gars, vous avez mis X milliers d'euros, je vais changer toutes les positions, elles vont toutes être ESG. Oui, je me rappelle, ouais. Donc, t'es là, mais... Attends, donc ça se trouve, déjà, t'es en moins value, t'avais pas l'intention de vendre. Oui, puis toi, peut-être les entreprises t'intéressent pas. Voilà. T'as pas demandé ton avis, quoi. Et en plus, ils te disent, bah, alors voilà, ça va nous demander beaucoup plus de travail d'aller chercher les entreprises halal, comme tu disais. Faut contacter le grand rabbin ou l'imam. Eh, salut les gars, c'est quoi? C'est bon, c'est pas bon? Tu me la donnes? Et par contre, bah, ça va vous coûter plus cher, les amis. Enfin, je sais pas trop si tu peux les appeler les amis, mais bon, on était passé à, donc ça a pris 0,01. Donc là, dans mon exemple, 0,35 à 0,45. L'arnaque ESG, c'est simple. Hein. C'est un moyen de facturer. En fait, c'est un moyen de créer un facteur différenciant sur une industrie qui est similaire. Il n'y a pas de valeur ajoutée parce que tous les produits sont les mêmes, sont construits par des ingénieurs, les tracking errors, enfin, tous les paramètres sont similaires, en fait. Donc, il faut bien créer de la différence d'une façon ou d'une autre. Ils ont trouvé ce moyen de le créer. Et puis ça résout un vrai problème, c'est-à-dire que les générations, pas la nôtre, celles qui sont en dessous de nous, ils ont besoin de donner un sens à leur vie, ils ont besoin, je sais pas, ils ont un truc, c'est pas notre génération, on peut pas comprendre, je pense, mais, ou alors peut-être, hein, mais moi je comprends pas. Mais ils sont dans le délire de, je sais pas, enfin, ou non, je peux comprendre le concept de donner du sens à sa vie, il y a pas de souci, hein, mais ils veulent, voilà, même dans l'investissement, ils veulent changer le monde. Et la génération Moïse, pourquoi pas? Mais du coup, donc les financiers ont repéré ça, se sont dit, ok, génération Moïse, les mecs, ils veulent mettre 50 balles et ils veulent que ça change le monde, pas de souci, moi je vais te permettre, avec tes 50 euros, de changer le monde. Mais ça va pas changer son monde à lui, par contre. Oh, viens chez moi, viens. Parce que Corina coûte cher sur le yacht, hein, donc il faut quand même faut lui payer ses sacs, ses conneries. Tu vas mettre tes 50 euros chez moi, puis les frais de gestion seront pas de X, ils seront X plus 10 ou 20%. Et puis t'inquiète, hein, avec mon critère ESG, tu changeras le monde, ça va bien se passer. C'est tout. Voilà. Et après, la personne va mûrir, elle va avoir une famille. Ce sera dans 30 ans qu'il se rendra compte de ça, mais l'autre, celui qui se tapait Corina, dans 20 ou 30 ans, il aura 70 ans ou 80 ans, c'est fini. Il sera goinfré en frais. Non, mais c'est bon, lui il est à la retraite, terminé. Hein. Et puis Corina, de toute façon, elle aura pris du poids, donc il n'aura plus besoin de l'entretenir. Et puis la personne qui a mis ses 50 balles va penser à sa retraite en disant, mais en fait, il fallait que je perfe, et ça perfe pas. Parce qu'il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que la plupart, en tout cas la majorité, moi quand j'avais fait des analyses fondamentale sur plusieurs ETF, parce que pourquoi? En Suisse aussi, on est en train de se faire bouffer par ça. J'ai parlé dans un précédent podcast avec Selim ces histoires de deuxième et troisième pilier dans lesquels tu pouvais investir dans un portefeuille de ton choix. Mais il y a des troisième piliers spécialisés ESG en Suisse. Et je suppose que tu peux les abonder plus que les autres. Non, c'est ça? Non, ça par contre, ça par contre c'est kiff. C'est pareil. Par contre, frais, voilà, un peu plus élevés. Tu as allumé, normal. Et en termes de perf, on t'annonce des perfs stratosphériques parce que bah forcément ESG c'est la vie, mais dans la vie réelle, moi j'ai 2 personnes qui ont souscrit à ces troisième piliers. Bon, bah, ils sont à moins de 40% en 6 ans. Moins 40%? C'est dans les moins de 40% ce qu'il y a dedans. Alors attention les gars, les gars, tous ceux qui nous voient, c'est pas uniquement la perf, c'est tous les frais en fait qui se sont bouffés. Ils se sont pris quoi comme frais? Bah justement, c'est la question que je me pose en fait.
Pourquoi, en fait, au final, tu investis, tu mets ton argent et qu'est-ce qu'ils vont te dire? Oui, mais en fait, il faut attendre la 8e année. Ouais, les gars, ça fait 6 ans. En 2 ans, vous n'allez pas faire plus de 100%. Enfin, ça marche pas comme ça, quoi. Donc, Non, mais c'est pour ça, ces trucs de débiles, là, moi, j'y crois pas. Enfin, il faut raisonner de façon cartésienne quand on joue avec son argent. L'idée, c'est quoi, en fait? Là, quand vous jouez... En fait, c'est ce que je dis souvent, et tu te rappelles, je te l'ai aussi répété aussi pas mal de fois, c'est l'idéologie est l'ennemi du profit, en fait. D'accord? Donc, quand vous êtes investisseur, mettez votre idéologie, vous la laissez à la porte de votre bureau. Un idéologue ne gagne pas d'argent, en fait. Enfin, c'est pas, voilà, c'est deux choses différentes. On peut être idéologue ou on peut être investisseur. Quand on est investisseur, on raisonne juste avec ces raisonnements, voilà, mathématiques, c'est 2-3 calculs, il n'y a rien de savant en plus, c'est toujours les mêmes calculs, c'est des calculs de rentabilité, c'est de la logique, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'être Einstein, en fait, pour être un bon investisseur, c'est toujours le même processus. Donc, l'ESG, c'est de l'idéologie. Ça veut dire que je veux investir mon argent dans des entreprises qui respectent tout un tas de critères. Voilà, le board, c'est-à-dire le board of directors, là, comment on appelle ça, le conseil d'administration de l'entreprise, elle est considérée de 4 femmes, 2 mecs, et puis un ceci, un cela. Et donc ça, c'est censé... voilà. Et ça, c'est bien parce que j'investis dans des entreprises diverses. Oui, mais ton board qui est trop diversifié, peut-être qu'il s'entend pas du coup. Peut-être qu'ils se fight tout le temps. Peut-être qu'ils sont tout le temps en conflit parce que ils sont trop diversifiés, ils se comprennent pas. Du coup, ils arrivent pas à se mettre d'accord sur une stratégie. Du coup, l'entreprise décolle pas. Du coup, les performances ne décollent pas. Idéologie, profit. Donc là, votre but en tant qu'investisseur, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Oui, ceci n'est pas un conseil en investissement. Il n'y a aucun conseil, ils font ce qu'ils veulent. C'est en gros, en tout cas, moi, je vais donner ma méthodologie à moi, que c'est quand on investit sur un poulain, un cheval, une entreprise, un entrepreneur, on investit sur des gagnants. D'accord? Et on s'en fout de comment est structuré le truc, il faut investir dans une machine, dans des rouages qui fonctionnent. Alors si ça fonctionne en ayant 6 mecs ou 6 nanas ou 3 mecs, 3 nanas et cette combinaison est une combinaison gagnante qui fait que ça marche, pourquoi pas? Mais il faut pas investir par idéologie en se disant bon bah là il y a 3 mecs ou là il y a que 3 nanas, il y a pas 7 mecs ou là il y a et donc j'investis pas pour ça. Non, si la combinaison fonctionne, vas-y, c'est une équipe gagnante, on investit chez eux, qu'importe la composition de leur board. Alors que ESG, c'est se dire je veux absolument 3 mecs, 3 nanas, enfin c'est salade, quoi. Tu n'investis pas sur les caractéristiques fondamentales de l'entreprise, tu investis dans ce que toi t'aimerais. Sauf que toi, ce que t'aimerais, ça ne marche pas. Wishful thinking. Wishful thinking. Bah, moi, j'aimerais bien aussi avoir, je sais pas, hein, aller dans l'espace et puis avoir un chimpanzé qui a un bazooka et qui tire des roquettes en fumant un cigare. Ouais, non, mais super, très bien. Mais c'est quoi ces conneries, tu vois? Enfin, à un moment donné, faut arrêter de rêver, quoi. On n'a plus 8 ans, hein, on n'est pas dans le monde de Walt Disney. Donc en fait, je pense que ce délire ESG, c'est un peu ça en fait. Ils ont dû repérer que les générations, peut-être soit dont on fait partie, soit en dessous, je sais pas, hein, ont ce délire un peu Walt Disney de visualiser un monde voilà, qu'ils ont en tête, qu'ils trouvent idéal. Et ils sont prêts à payer pour qu'on réalise ces rêves-là, même s'ils se réaliseront jamais, ils ont l'impression qu'ils vont se réaliser parce qu'ils ont mis 50 balles sur un ETF ESG, et ils en profitent. Voilà, moi, c'est ça, en fait, que je vois. On peut voir hein, comme exemple, juste en faisant une petite digression sur le matraquage à vouloir installer des éoliennes partout en France, que c'est une énergie intermittente, qu'on a une énergie décarbonée qui s'appelle le nucléaire. Au final, on a fait ça pendant des années, à coût de subventions. Qui coûte la peau du cul en entretien aussi, hein, éolienne. Hein, c'est pas, ça coûte pas... C'est même pas que ça, c'est qu'on les a financés à coût de subventions. Ça nous rapporte peu ou quasi en rien. C'est intermittent. Et c'est marrant parce que tu en parles. Ça, pareil, c'est une faute de gestion. C'est de l'argent foutu en l'air. Des millions et des millions d'euros, si ce n'est peut-être... faudrait voir si c'est même pas... Ça se compte pas en milliards. Toujours pareil, quand on chiale sur les aides sociales, moi je suis contre le social, mais pareil, regardez où est dépensé mal l'argent, il n'y a pas que le social. Il y a aussi ce genre d'investissement foireux. En fait, il y a beaucoup de domaines où justement on flambe l'argent du contribuable, c'est-à-dire le tien, le mien, et sans jamais qu'il n'y ait aucune sanction pour cette mauvaise gestion. C'est ça en fait, je pense que les Français ont besoin de justice. En fait, si on avait un minimum de justice, je pense que ça permettrait aussi aux gens de mieux accepter les choses. On est dans une situation catastrophique aujourd'hui, mais si les gens qui successivement nous ont foutus dans la merde avaient pris des sanctions, et des sanctions bien sévères dans la gueule, ben je pense qu'aujourd'hui, tout le monde accepterait un petit peu mieux la situation. C'est une situation de merde, mais il y a eu des sanctions de prise. Là, aujourd'hui, c'est une situation de merde, mais il n'y a aucune sanction qui a été prise. Le crime paye, quoi. Le crime paye, alors qu'un entrepreneur qui se trompe sur une déclaration issu de déchiqueté, hein, en rappel, en impôt, tout ce que tu veux, un salarié pareil, enfin... Un micro-entrepreneur, j'en parle même pas, lui, il a le statut le plus précaire. C'est pour ça, en fait. Et pour terminer sur les éoliennes, sur l'aspect justement environnemental, parce que finalement, dans ESG, il y a ça, bah,
les matériaux de construction, on ne sait pas comment les recycler. Non, mais t'es marrant. Alors moi, ça me fait bien rire cette histoire d'environnement. Prenez un billet d'avion, ou alors allez-y à la nage, hein, parce que vous aimez tous l'environnement. Puis allez vous balader un petit peu dans le vrai monde, ce que j'appelle le vrai monde, tu vois, parce qu'on parlait souvent du tiers-monde, etc. Moi, quand il y a plus de 50% de la population mondiale qui vit une situation, j'appelle pas notre monde à nous le vrai monde, j'appelle notre monde à nous le monde des bisounours, parce qu'en fait, en réalité, ce qu'on se rend, et moi je le dis souvent, hein, je me rends compte tous les jours, et je pense que j'aimerais que tout le monde se rende compte de ce qu'on vit, c'est que nous en France et en Europe, et dans peut-être dans le monde occidental, on a de la chance d'être ici. C'est une chance énorme. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de privilèges, il y a beaucoup d'infrastructures de haute qualité, il y a une éducation de haute qualité, il y avait une santé de haute qualité. Bon, il y avait pas mal de choses qui se détériorent aujourd'hui, mais ça reste quand même des pays qui sont extrêmement, pour moi, civilisés, avancés. Et ça reste une bulle à l'échelle du monde. Quand on prend un billet d'avion, qu'on voyage un petit peu dans le vrai monde, ce que les gens appellent le tiers-monde, mais c'est le vrai monde. Quand t'as plus de la moitié de la population mondiale, 5 milliards d'habitants qui vivent dans ce monde-là, c'est eux le vrai monde en fait. Nous, on est une élite en fait, qui vivons sur une espèce de petite tour d'ivoire où tout se passe bien, où on va parler de genre, de machin, de mes couilles, de trucs qui servent à rien. Mais en fait, le vrai monde, eux, c'est, tu vois, dans leur pays, ils ont pas de sécurité sociale. Le mec, il tombe malade ou il se fait renverser, il a plus de jambes, il y a pas de rente à vie. Il a juste plus de jambes, il peut plus travailler, il est foutu, il est baisé. C'est terminé pour lui. Terminé lui, sa famille a fini par faire la manche, c'est la merde. Ça, c'est le vrai monde. Eh ben, quand vous allez aller prendre votre billet d'avion, vous allez aller à la nage dans ces pays-là, parce que prendre un billet d'avion, c'est pas bien, vous allez vous rendre compte que le vrai monde, il en a rien à foutre de l'environnement, en fait. Parce que le vrai monde, lui, ce qu'il veut, c'est déjà se nourrir. Donc, il prend des véhicules polluants, diesel, tout ce que tu veux, essence, il pollue à fond. Toi, dans ton petit pays, on va dire en France, dans la petite superficie que représente la France, quoi, 1000-1200 km², quelque chose comme ça, un peu plus, tu vas faire tes efforts, mais tu vas représenter quoi. En fait, même si tu fais pipi sous la douche et que tu roules à l'électrique et que tu voyages 4 fois dans ta vie, tu vas baisser la consommation et la production de CO2 de 0,1%, ça va être un truc négligeable en fait. Dans le vrai monde, ils vont continuer à rouler, à consommer, à faire tourner la clim comme jamais. Et tu te seras sacrifié pour rien. Et encore une fois, c'est l'idéologie. C'est l'idéologie est l'ennemi du profit en investissement, mais là, je dirais même l'idéologie est l'ennemi de la vie. Parce qu'en fait, par idéologie, on est prêt à... De toute façon, par idéologie, il y a des mecs qui vont tuer d'autres mecs. Oui, c'est ça. Par idéologie, il y a des mecs qui vont assassiner des gens pour aller au paradis. Déjà, c'est des tarés. Là, par idéologie écologiste, il y a des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie et à sacrifier celle des autres pour un paradis qui arrivera peut-être plus tard. Si aujourd'hui on voyage que 4 fois dans notre vie, qu'on ne prend plus la voiture, qu'on fait pipi sous la douche, qu'on mange notre caca et des insectes, peut-être que nos enfants auront une belle terre. En fait, en gros, c'est un petit peu la même chose. Ils veulent te sacrifier toi pour un paradis peut-être qui arrivera... En fait, il n'y arrivera jamais. C'est de l'idéologie. Tu vois, c'est marrant comme les parallèles sont similaires. C'est des tarés aussi, en fait. Mais c'est souvent lié à la liberté de circulation. Je ne sais pas si tu remarques ça, à la liberté de se mouvoir, de faire ou de ne pas faire. C'est souvent, en fait, par exemple, pendant les confinements, pendant le Covid, on nous a dit, en fait, il y a un virus, il y a une épidémie, ne sortez pas, n'allez pas au resto, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais au final, pour faire un parallèle, j'ai quand même l'impression que maintenant, c'est dans votre vie, de votre naissance jusqu'à votre mort, comme tu disais... on sait d'où vient le chiffre de 4 vols par an, mais c'est genre, ne voyagez pas trop en avion, prenez le train, prenez le vélo pour aller acheter votre baguette de pain, même si vous êtes paumé dans un village dans la Drôme. C'est ce genre de choses. C'est comme si finalement les Français n'avaient pas assez d'emmerdes dans leur vie pour qu'on leur dise, t'as trop de taxes, ton carburant est trop cher. Non, mais c'est bon, prends le vélo. C'est quoi? Allez, c'est 15 bornes à faire. C'est bon, tu peux le faire. Aller-retour. C'est nickel. Et en plus, regarde, ça va entretenir ta santé. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'en fait, eux, ils disent au peuple de prendre le vélo et de pas polluer, mais eux, ils vont voyager en avion, en jet privé pour aller à Tahiti aux frais du contribuable et montrer leurs fesses alors qu'ils sont censés organiser les JO à Paris, quoi. Regarde le WEF, qui était en Suisse, le Forum économique mondial. Ils sont allés là-bas pour dire qu'il faut arrêter de polluer. Mais ils sont tous venus en jet privé. Non, mais c'est pour ça, c'est de l'hypocrisie. Je te dis, l'idéologie est l'ennemi du profit dans l'investissement et l'ennemi de la vie, dans la vie de tous les jours et dans notre existence. Donc, les idéologues, c'est les gens les plus dangereux quand tu réfléchis. Ils sont prêts à faire les choses les moins rationnelles du monde pour créer un monde qui, en général, ne va pas exister.
Regarde, l'idéologie communiste, le nombre de gens que ça a tué, c'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il y a plein d'exemples où l'idéologie a rendu les gens fous. Parce que l'idéologie, c'est facile, c'est donner du rêve en fait aux gens. Imaginons, on va créer une planète où il n'y aura plus de souffrance. D'accord ? Il y aura plus de souffrance, et pour ne plus avoir de souffrance, ce qu'il faut, c'est taxer. Et puis là, tu trouves un ennemi commun, on n'a qu'à dire qu'est-ce qu'on déteste tous les politiciens. Tiens, allez hop. Voilà. À chaque fois qu'on brûle un politicien, la souffrance des gens est censée baisser de 10%. Il n'y a aucune preuve scientifique là-dessus. Bon, je vais acheter un institut de sondage, là, on se fait une petite cagnotte entre copains, et puis on achète des scientifiques et on leur fait pondre des dossiers scientifiques disant que à chaque fois qu'il y a un politicien qui disparaît de la planète, on gagne 10%. Bah, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, les gens ils vont créer des labels ESG, ils vont investir dans des boîtes qui permettent de supprimer des politiciens parce que en fait, ça réduit la souffrance de l'être humain de 10%. Et tu vois comment en fait avec une idéologie on peut commencer à créer un truc, et donc du coup supprimer des politiciens c'est améliorer l'existence humaine. En fait, tu vois, et donc du coup tu te crées un truc, un espèce de but, tu fédères les gens autour d'une cause. Et tu es prêt ensuite une fois que les gens veulent cette cause, après ils sont prêts à tout et tu peux leur faire n'importe quoi. Mais ça, c'est un concept psychologique. Quand tu as un groupe de population qui s'entendent plus ou moins bien, il suffit de leur trouver ce qu'on appelle une cible, une tête de turc, voilà, un épouvantail voilà, sur lequel en fait, tu vas bâcher, cracher, insulter, vouloir t'en débarrasser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès l'instant où personne ne partage un ennemi commun, au final, c'était ce que tu disais comme exemple dans un précédent podcast où moi, je t'avais posé comme question, je t'avais dit, qu'est-ce qui ferait qu'en France, on aurait un vivre ensemble ? Toi, tu m'as dit comme exemple, la seule condition, ce serait qu'on ait une guerre, parce qu'on aurait un seul ennemi commun. Donc du coup, la France qui est aujourd'hui fracturée entre catholiques et musulmans, s'unirait en se disant, écoutez, catholiques, musulmans, il n'y a plus de différence, on se fait attaquer par un pays étranger, les mecs, il faut qu'on soit... Voilà, faut qu'on se batte comme des frères et qu'on aille défendre notre nation. Donc là, oui, c'est toujours pareil. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce qui se passe en France aujourd'hui. Hein. Moi, ce que je regrette en France, c'est aussi pour ça que je sais pas ce que t'en penses. Tu me diras ce que t'en penses, mais moi, je n'ai plus du tout. Alors, je n'ai j'ai pas grand espoir en la politique. Tu me diras, mais tu as toujours un petit espoir au fond de toi en te disant, on sait jamais. Tu sais, c'est un peu voilà, t'as toujours un peu envie de rêver. Mais c'est pas l'envie de rêver, c'est aussi envie de voir que le pays, mais même c'est pas ça, c'est que le pays dans lequel tu as grandi, que tu aimes, dans lequel tu as tous tes souvenirs, que tu as ta famille, tu as quand même envie de le voir réussir. Et tu as envie de le voir rayonner, tu as envie de le voir en bonne santé, c'est-à-dire que tous les gens, ils sont heureux d'y vivre, ils n'ont pas de problème, et c'est normal. Donc cet espoir-là, il vient justement, est-ce qu'on peut appeler ça une idéologie ? Non, mais plutôt d'une envie. Donc on a envie de rêver. Voilà, on aura envie de te dire, on a envie de se faire rêver. Quelqu'un arrive, il me dit, c'est 100% de chance, la France va s'éclater. J'ai envie de le dire, non, quand même, c'est pas 100%. Allez, tu vois, donne-moi 1%. Allez. Donne-moi 1%. C'est hors taxe. En fait, tu négocies. Mais finalement, ça vient parce que c'est pas qu'on aime dire du mal de tel ou tel pays ou de telle ou telle chose. C'est au contraire, ça nous saoule, hein, vraiment. Ça nous fait chier. Ah ouais, mais si on pouvait rester en France, mais on est aussi quand même réaliste de l'état du pays. Oui, on peut pas ignorer, hein, parce qu'on n'a pas le choix de... On peut pas ignorer. Quand en fait l'État prend 2/3 des richesses des citoyens, leur tape dessus, gouverne par 49.3 et puis en plus veut censurer les réseaux sociaux, enfin, ignorer ça serait trop grave en fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que prochaine étape, c'est quoi ? Il vient directement chez toi, te défoncer au matin et puis te dire travaille sale chien. Non, c'est bon, tu peux pas non plus ignorer ce genre de... Tu peux pas ignorer ce genre de comportement parce que si tu laisses passer des petites choses, c'est comme ça que ça dérive sur de grandes choses. C'est ce qui s'est passé. On a laissé passer beaucoup de petites choses. On en arrive aujourd'hui à une situation où en fait on a élu des députés qui servent à rien parce que de toute façon le gouvernement passe tout en 49.3. Il n'y a plus de discussion. C'est déjà trop tard en fait. On a déjà passé un point de non-retour pour moi. Ouais, en fait, c'est comme si, en fait, moi, j'étais au lycée, puis j'avais pas de cours, j'allais en permanence, j'avais la perm de 9h jusqu'à 18h, sauf que là, j'ai un ticket à quoi ? 7 000 € par mois brut. Bon, moi, je le fais. Hein. Puis tu fais 2-3 tweets et tu fais le con un peu de temps en temps, et puis voilà, quoi. Comme ça te permet de justifier les frais de bouche à l'Assemblée.
Voilà. Puis tu te prends 2-3 copains dans ton, comment on appelle ça, là, en assistant parlementaire ou je sais plus quoi. Là. Oui, c'est ça. Ils ont une enveloppe pour pouvoir embaucher des assistants parlementaires. Bah, donc tu fous rien, tu prends des assistants pour rien foutre. Moi, c'est bien, c'est logique. Hein. Tiens, ça te dit de venir poireauter avec moi? Oui, c'est un peu ça. Ouais. Bon, et alors du coup, pour revenir au sujet initial, la bourse, il nous reste encore un peu de temps. Et je voulais parler avec toi de deux choses. Tu sais quoi? Je vais te donner le choix dans l'ordre. On va parler de deux, mais je vais te donner le choix. T'as vu? Je suis un prince. Et ce prince, voilà, le cher, quoi. Tu m'as pas appelé Mahmoud aujourd'hui ou je sais pas quel... Mahmoud, bah tu veux que je t'appelle Mahmoud? Allez, Mahmoud. Ludipac. Pac, Mahmoud, c'est bien, ça fait un peu le film, tu sais, comme... ah merde, Harold et Kumar, tu l'as jamais vu celui-là? Si. Vraiment, ils sont cons, celui-là. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on aborde? Non, c'est pas du tout dans mes notes, tu vois. Monsieur se tente des petites impros, quoi. Il est chaud. C'est ça. Prends des risques ici, hein. On vit dangereusement. C'est la mentalité entrepreneur. On prend des risques, des fois avec ChatGPT. Donc... Ça sera retenu sur tes fiches de paie. Non, ce que je voulais parler de toi, c'est le marché qui price déjà en fait la baisse des taux. Donc on voit les obligues US qui ont déjà commencé à remonter, mais elles sont toujours... Même les actions, hein, les indices, ils explosent à la hausse. Donc. Eh ben c'est bien, tu me prémâches le boulot parce que j'allais te dire, obligue US, et puis deux, marché action. Je vais parler. Toi et moi, on aime bien parler du S&P parce que dans l'histoire, c'est celui qui a fait toujours la meilleure perf sur 10, 15, 20 années. Enfin, on peut se le dire, on en a discuté, on s'attendait quand même à ce qu'il baisse quand même bien, on voulait en racheter, quoi. Non, nous, titre personnel, c'est ce qu'on voulait. Non, c'est ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on espérait. Enfin, non, disons-le autrement. On n'attendait pas à ce qu'il baisse, on voulait le payer plus bas. Oui, le payer plus bas, c'est ça en fait mon point. Et c'est tout en fait. Non, le point c'est juste que, toujours pareil, nous ce qu'on va chercher à faire c'est à payer pas cher un truc qui va pouvoir monter au-dessus. Alors après là il est déjà à un bon prix, il veut pas baisser, et il va monter, tant pis, c'est pas grave. Donc du coup tu penses qu'il est à bon prix en ce moment ? Bah non, après non, moi je m'en fous. Il y a d'autres choses qui payent plus, j'irai sur les choses qui payent plus, voilà c'est tout. Okay. Donc moi, mais c'est toujours pareil, c'est comment expliquer ça simplement plus vous avez de connaissances sur l'investissement, plus vous avez d'options, ok ? Et plus vous avez d'options, plus vous pouvez comparer ce que vous faites avec votre argent. Donc si aujourd'hui vous êtes débutant, que vous savez faire que de la bourse, probablement la seule chose que vous savez faire, c'est acheter une action ou acheter un indice. Et donc vous, en fait, dès que ça baisse de 5%, vous avez envie d'acheter, parce que de toute façon, vous savez rien faire d'autre. Vous savez pas acheter d'immobilier, vous savez pas, je sais pas moi, même placer votre argent, le prêter à des entrepreneurs qui ont besoin d'argent, et voilà, faire un mec qui fait une levée une émission obligataire qui émet des coupons et qui vous paye X%, vous avez pas ce réseau-là. Donc comme vous avez pas d'autres options, vous vous dites le seul truc que je peux faire, c'est acheter des actions. Je sais juste faire ça. Donc dès que ça baisse de 5, j'ai envie d'acheter. Et si ça a monté de 10, j'ai raté la hausse, j'ai pas d'autres options, donc je pleure. En mode j'aurais dû payer, fait chier, ils m'ont dit de pas payer. C'est à vous aussi de développer justement vos compétences dans l'investissement pour avoir une palette plus large en fait. Il n'y a pas que acheter un indice, il n'y a pas que acheter une action, il n'y a pas que acheter une crypto, il n'y a pas que acheter une devise, il n'y a pas que acheter de l'immobilier, il n'y a pas que faire du marchand de biens, il n'y a pas que faire du locatif, il n'y a pas que faire du private credit, il y a plein de choses où il n'y a pas que faire du private equity. Il y a une palette qui est encore plus large. Et de toute façon, la palette, tu le vois, hein, tous les jours on découvre de nouvelles façons d'investir. Parce qu'il y a toujours des nouveaux projets qui se lancent. Et le but du jeu quand on est investisseur, c'est justement de se créer des options, de se créer des possibilités de placer son argent, d'avoir une palette de 5-6 trucs à comparer en permanence. Voilà, des gens qui ont des petites startups sur lesquelles ils veulent lever des fonds, d'autres qui ont des projets Web3, crypto, voilà, ça peut être c'est intéressant aussi, hein, s'il y a des bons deals. Bourse, immobilier bien sûr. Dans l'immobilier, il y a le locatif, mais il y a aussi la partie marchand de biens. Et voilà, et après, l'idée, c'est de comparer toujours ces 5 trucs-là, ou allez, private credit pour ceux qui ont des machins. Et ça peut être intéressant d'avoir cette espèce de tableau de bord, comme moi, c'est comme ça que je fonctionne, et en permanence, je me dis, j'ai à peu près ça, voilà, que j'aimerais investir, et où est-ce que ça va être le mieux utilisé ? Voilà, il y a plusieurs options. Bon, là, ça a déjà monté, trop tard. Bon, je vais regarder dans les 5 autres s'il n'y a pas un truc. Et s'il n'y a rien dans les 5 autres, l'argent, il peut rester très bien sur le compte en banque. Hein, il brûle pas entre les doigts, quoi. Il peut être, justement, c'est aussi le... Oui, l'inflation, 5%, mais c'est bon, en fait. Je vais pas parler de ça, j'avais plutôt de parler, mettre en obligation courte, 3 mois ou 6 mois. Oui. Voilà, c'est très bien. Après, moi, j'investis en société, et puis moi, à la limite, je m'en fous. Hein, c'est de l'argent que je réinjecte dans ma société, c'est pas de l'argent en nom propre, donc je m'en fous. Quoi qu'il arrive, il sera utilisé pour travailler
travailler intelligemment. Donc soit s'il est utilisé pour développer la société opérationnelle, soit il peut être utilisé pour consolider les actifs de la société et acheter d'autres trucs, tu vois. Enfin, ça sera pas perdu, quoi. Ça sera toujours productif pour la société et ça générera toujours de la valeur. Donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus avoir peur. Mais je comprends les gens qui ont peur en se disant j'ai de l'argent sur mon compte, parce que eux en fait ils l'ont en nom propre. Ils l'ont peut-être sur un PEA ou PEL. Ils n'ont pas d'option. Ils ont une seule option, c'est acheter une action ou un indice. C'est le seul truc qu'ils savent faire. Et s'ils n'achètent pas l'action ou l'indice, l'argent reste sur le livret et il ne sera pas utilisé autrement. Je comprends du coup dans ce cas de figure-là pourquoi ils s'inquiètent. À ce moment-là, il faut peut-être regarder du côté des métaux précieux. Pourquoi pas s'acheter un peu d'or, histoire juste de stocker de la valeur. Et l'or a pris beaucoup par rapport au dollar américain. Oui, ça rattrape l'effet de l'inflation. Et puis... En train de passer les 2000, repasser en dessous, repasser les 2000. Hein. Bon, après, c'est cyclique, ça sert à rien de regarder toutes les 4 secondes, parce que c'est sur le long terme que ça compte. Mais ce que je veux dire par là, c'est au-delà de ça, la vraie leçon à retenir, c'est de se développer justement un panel de comparaison. Enfin, tu vois, il faut maîtriser plusieurs cas actifs pour pouvoir comparer un instant T, où est-ce que ça fait plus sens en fait de mettre son argent, où est-ce que j'ai le plus d'effet de levier pour augmenter le plus mon patrimoine si je cherche à croître. Parce que je suppose que si les gens investissent en bourse, c'est pour faire croître du patrimoine, c'est pas pour diversifier, c'est encore moins pour faire de la rente. C'est en gros, je te dis une bêtise, ils ont 100 000, ils veulent arriver à 400 000 au bout de 15-20 ans. Voilà, ils veulent faire de la croissance. Bon, ça serait bien de maîtriser un panel de trucs assez large pour se dire, si ça c'est mort, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et si tout ça c'est mort, tant pis, j'attends, ou je vais me former, je vais chercher, ou j'appelle des copains investisseurs, et je demande si dans ces trucs-là, ils n'ont pas un truc pour moi. Et voilà, je sais pas, il y a un pote, il a un deal à 200 000 € sur de l'IMO, il a que 50 000, toi, il te reste de l'argent, tu dis, écoute, tu me mets sur le coup, on partage à 50-50, et moi, je complète ce qui te manque. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut, en ayant raté une classe d'actifs, ou parce qu'elle n'est pas assez intéressante, quand même faire travailler le truc. Moi, je vois les choses comme ça. Je vois vraiment les choses comme un tableau à comparer. Et il faut pas être pressé, et puis voilà, c'est tout. C'est pas parce que tu as loupé une année que ta vie est finie. Par contre, oui, si tu fais jamais rien pendant 10-15 ans, oui, il y a un problème. Et alors, du coup, toi, en fait, ton avis, on va dire, en quelques mots, sur les cryptos, en ce moment, on a cette news qui nous pend. Est-ce que le Bitcoin va avoir son ETF ou pas? Le prix du Bitcoin? C'est quoi ton avis là-dessus, en fait? Pareil, hein, moi je compare mes trucs et crypto, j'estime que ça peut faire x2, x3 sur mon cash en faisant de l'IMO, par exemple, je peux faire x2, x3 aussi. Donc, bon. Pour toi, ça revient du pareil au même? Non, en fait, réfléchis. Mets-toi à ma place. Mets-toi à la place de n'importe qui. Aujourd'hui, tu peux faire, par exemple, des opérations de marchand de biens. Pourquoi? Parce que les taux sont élevés, il y a moins de concurrence, il y a moins de gens qui font de l'immobilier, tout le monde pense que les taux vont rester hauts très longtemps, que le marché immobilier est mort, donc il y a moins de concurrence, ça peut être marrant, ça peut être intéressant de rentrer sur ce marché-là. On va te demander 10 ou 20% d'apport, tu fais 10 ou 20% de marge sur ton projet, tu fais 20-30% de marge, allez, net d'impôt, on va dire entre 15 et 20%. Bon, t'as mis 10% d'apport sur le projet, t'as fait 20%. Avec du levier. Avec du levier bancaire ou autre, t'as gagné 2 fois la somme que t'as mise. T'as mis 10 000 €, t'as gagné 20 000 €, t'as gagné 20 000 €, quoi. Bon, quel a été le risque là-dessus? T'avais acheté de l'IMO qui était décoté, au pire tu t'étais ressorti à zéro si t'avais mal fait tes calculs. Là, ta crypto, tu vas faire quasiment la même chose, x2 ou peut-être moins, et ton risque, il perd aucun intérêt pour moi. C'est juste ça que je dis en fait. C'est chacun, en fait, c'est pour ça que plus vous connaissez de choses, plus vous pouvez choisir ce qui va vous intéresser. Donc c'est juste que le Bitcoin, donc si tu me demandes mon avis, moi j'en sais rien s'il va monter ou pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Même par rapport à l'annonce en fait de cette ETF. On fout. En fait, ce que je veux te dire, c'est que le Bitcoin, comme la bourse, c'est comme tout, ça montera très probablement sur le long terme. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller théoriser un truc. Personne ne sait ce qui va se passer. Personne ne sait si ça va faire x2, x3. Et par contre, je sais juste un truc, c'est qu'il y a un risque dessus. Il y a 2 risques. Il y a le risque législatif et le risque, justement, tout simplement du cours du Bitcoin. Et pour la fluctuation que ça offre, c'est-à-dire pour le potentiel de gain et le potentiel de risque qu'il présente, il y a des alternatives aujourd'hui qui permettent d'avoir plus de performance avec moins de risques. Mais pareil, le mec qui sait faire que de la crypto, il a qu'un seul... il voit le monde qu'en une seule dimension, c'est-à-dire la crypto, ou en deux, à la limite. Il arrive à le comparer avec les actions. Mais il n'arrive pas à voir tout le reste. Il y a l'investissement sur le vin, l'investissement sur les montres de luxe. Montre, on en parlait aussi, ouais. Montres de luxe, par exemple, que tu achètes en boutique à un prix X, tu peux revendre limite à x2 dès que tu sors de boutique. En sortie de boutique. Il est où ton risque là-dessus? T'achètes un truc qui vaut déjà x2 en sortie de boutique. Ok? Alors pourquoi tu achètes un Bitcoin pour essayer de faire pas x2, plus 50% avec le risque qu'ils perdent? Il y a un problème quand même de
disponibilité. Ton Bitcoin, là, tu prends ton téléphone avec une code connexion, tu en achètes. En fait, si tu veux devenir riche facilement, avec une accessibilité totale, dans quel monde vit-on, en fait, tu vois? Ça s'appelle la vie, en fait, tu vois. Gagner de l'argent, c'est pas facile. Non, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Par contre, en faire prendre, c'est autre chose. non, mais ce que je veux te dire, c'est que si c'est toujours pareil, en fait. Hein. Ça sera jamais facile. Voilà, c'est tout. Donc, si vous voulez gagner de l'argent facilement sans rien foutre, bah non, ça n'existe pas. Ou alors, vous allez regarder les vidéos d'autres gens, mais de toute façon, à mon avis, c'est plutôt eux qui vont gagner de l'argent facilement, quoi. Voilà. Donc, l'argent, c'est dur à gagner, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution, il faut travailler. On finira sur ça, du coup. Oui. le mec, il a plombé l'ambiance, quoi. Je l'ai énervé, là, je pense. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que ce truc de tout le temps, je sais pas, tout le temps chercher le hack, il n'y a pas de hack, quoi, tu vois. Il n'y en a aucun, en fait. On a cherché. Si, en fait, le travail, j'ai envie de te dire, le travail long paye toujours. C'est la seule certitude qu'on peut avoir. Pour que le travail long soit moins pénible, c'est bien de le faire avec des copains. C'est ça le hack, à la limite. Moi, le hack que j'ai trouvé, c'est ça. C'est se créer une équipe de bons copains. Et voilà. Parce que le travail sera long, sera chiant, ça va prendre du temps, mais vous allez réussir. Et c'est bien de le faire avec des copains parce que le temps passe plus vite. C'est tout. Ouais. À la limite, on a trouvé le hack. Voilà, c'est ça. Faites les esclaves longtemps, mais faites-le avec des copains esclaves. Allez. En temps, le temps passe vite. À plus, mon pote. Abonnez-vous, mettez un like et lâchez des commentaires. Salut! Tchuss.